Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité, ce 4 août, il y a 35 ans, 7 millions de voltaïques devenaient des Burkinabés. Le 4 août 1983, une révolution menée par un capitaine décide de rompre avec le passé colonial. De grands chantiers sont alors lancés. L'un des plus emblématiques est la bataille du Rail. Rencontre dans ce journal avec un des officiers chargés de son exécution. L'accès au logement était également cher à l'esprit révolutionnaire. Plus de 1200 logements étaient soumis à un tirage au sort ce matin avec à peine 900 souscripteurs. L'opération 40 000 logements sociaux entre ainsi dans sa phase d'opérationnalisation. 2 hommes pour prendre la place de Joseph Kabila. Parmi eux, l'ancien chef de guerre et opposant Jean-Pierre Bemba qui annonce avoir fait acte de candidature au lendemain de son retour au pays. Bienvenue à tous. Elle s'appelle Dévouement, la 17e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Une invite aux 47 élèves officiers venant du Burkina et de 9 autres pays de la sous-région à être endurants malgré les difficultés. Ils sont prêts à commander après avoir assimilé des connaissances militaires certaines et cela 2 années durant. Un moment solennel. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions, mais je vous propose d'écouter l'interview donc accordée par le chef de l'État. Cette promotion est prise de mouvement à cause non seulement des efforts, mais des engagements qui ont été pris par, je dirais, maintenant ces sous-lieutenants, de servir leur patrie, de servir le peuple et d'assurer la défense de leur patrie, quoi qu'il advienne. Je voudrais aussi noter que c'est une promotion où il y a 10 pays qui sont représentés. Ce n'est pas seulement que le Burkina Faso. Donc, ce qui signifie qu'au cours de 2 ans qu'ils ont passé à l'académie, ils ont eu l'opportunité d'être formés aussi bien au plan théorique qu'au plan militaire, et pour non seulement apprendre le maniement des armes, mais également le commandement. Donc ce que nous pouvons souhaiter dans ce monde d'insécurité et dans ce monde de lutte contre le terrorisme, c'est que ces jeunes sous-lieutenants puissent contribuer à faire en sorte de consolider les capacités opérationnelles de notre armée et de pouvoir apporter leur jeunesse, leur engagement et, je dirais, leur intelligence au service de leur patrie respective et du Burkina Faso en ce qui nous concerne. Et puis sur le chemin qui l'a conduit à Pau ce samedi, le président du Faso a observé 4 arrêts. Kondisiri, Toessé, Nobili ou encore Nobéré sont les localités où Roch Kaboré a pris des bains de foule. L'ambiance avec Roger Kam et Draman Guéné. Kondisiri, première escale du président du Faso. La population est... Roch Marc Christian Kaboré prend un bain de foule. La route sur Pau se poursuit. À Toessé, c'est le même constat. La foule est en liesse. Même les villages sont dans la danse. Nobili, nous sommes toujours dans le Bazega. Le président du Faso salue la foule. Nobéré,
c'est le même constat. Destination finale, Pau dans le Naouri. Là, c'est le clou de l'accueil du président du Faso. Ouvrons à présent une large page consacrée à cette date du 4 août 1983. Tout un symbole de la révolution sankariste. Ceux qui se réclament de cet héritage se souviennent des œuvres du capitaine à l'occasion du 35e anniversaire de la révolution populaire. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, était face à la presse ce samedi. Le compte rendu avec Yacouba Gamene et Zoubaviel David Dabiré. 35 ans après l'avènement de la révolution démocratique et populaire au Burkina Faso, l'héritage du capitaine Thomas Sankara reste intact et plus que jamais d'actualité. C'est la conviction de l'UNIR-PS qui se veut avant-gardiste de ses valeurs révolutionnaires. Le parti de l'œuvre dit perpétuer cet idéal à travers ses actions de tous les jours, notamment sa conscientisation des masses populaires depuis sa création en 2000. Nous sommes restés sur les fondamentaux de Sankara pour dire, même si vous avez de l'argent, même si vous avez des budgets, il faut que le peuple lui-même prenne conscience, prenne en main son destin, qu'il s'investisse parce qu'il y va de son propre bonheur. Et pour Maître Benouedé Sankara, les sillons tracés par le capitaine Thomas Sankara mènent forcément au développement à condition d'en payer le prix. Le contexte et l'environnement sociopolitique justifient que notre jeunesse aujourd'hui, chaque fois dit, eh bien, tant qu'il n'y aura pas un changement, un véritable changement, c'est-à-dire une rupture, où on va sentir qu'au sommet, eh bien, il n'y a pas de corruption, parce que l'exemple du Rwanda, c'est Kagame lui-même qui est au devant. L'exemple de Sankara, c'est Sankara lui-même qui était au devant, avec pelle et trouelle. Mais présentement, ce n'est pas ça. Cette volonté de guider le peuple vers le développement par l'exemple reste le leitmotiv du parti de l'œuf dans la majorité présidentielle actuelle, selon son président. L'UNIR-PS restera toujours un parti constant et critique au sein de la majorité présidentielle dans l'ultime but d'anticiper sur les écueils qui pourraient freiner l'élan de développement de notre pays prôné par le PNDS. Et le leader sankariste d'appeler les Burkinabés à s'investir pleinement pour la réussite de ce programme de développement. Voilà quelques années déjà qu'une initiative est voulue pour rendre un hommage vivant au capitaine Thomas Sankara. Le président du comité international mémorial Thomas Sankara était aux côtés des compagnons du défunt président pour une conférence de presse. On apprend qu'un autre concours architectural sera lancé à la suite de du premier concours qui s'est avéré infructueux. Précision avec Amado Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Juste des affiches qui reflètent le projet du mémorial Thomas Sankara. Hormis cela, le projet flotte entre la première et la deuxième phase d'un processus qui en compte 5. La première phase est celle du concours architectural et à ce niveau, les nouvelles ne sont pas bonnes. Au terme des travaux d'investigation effectués par le comité international, il ressort qu'aucune œuvre ne satisfait aux exigences d'originalité et de respect des termes de référence du concours. Au final, le concours a été déclaré infructueux et c'est la deuxième fois que nous connaissons cette situation. Mais bientôt, nous pensons que d'ici le mois de fin septembre-octobre, les choses rentreront dans l'ordre. À propos de la seconde phase, celle de la mobilisation des ressources, le colonel Sanou soutient qu'à ce jour, 1,23 milliard de francs CFA sont mobilisés. À la suite de ces annonces, place au témoignage.
Alfred Sawadogo explique ici les raisons qui ont conduit le capitaine Sankara à faire un discours à Harlem. Et quand à la Maison Blanche on a lu le discours de Sankara, on a dit ah non, tu ne peux pas lire ça ici, c'est pas possible. Il dit si, non, il faut changer ici, il dit je ne change même pas une virgule. Eh bien, si vous ne changez même pas une virgule de votre discours, je ne vous recevrai pas à la Maison Blanche. Et il a dit, ma Maison Blanche c'est Harlem. Et c'est pourquoi, voilà, c'était comme ça. Il dit non, mon discours ne va pas être retouché. Jean-Hubert Bazier présente l'implication du président Sankara dans l'animation d'une rubrique dénommée L'intrus dans le journal Sidoya. L'intrus dans Sidoya, c'était une colonne dans Sidoya qui donnait des informations sur un ton humoristique ou des informations inédites. Et cette colonne était tellement importante qu'elle faisait vendre Sidoya. L'assistance a également eu droit à des exposés sur des ouvrages tels que L'après Sankara de Jean-Hubert Bazier, ainsi que sur l'œuvre intitulée Le président Sankara, chef de la révolution burkinabé de Alfred Sawadogo. Il est certainement l'un des acteurs clés de la révolution d'août 83. Dans le secret du carteron d'officiers qui venait de prendre le pouvoir, Mousbila Sankara s'est engagé dans l'exécution des grands chantiers de la révolution. La bataille du rail est l'un des projets les plus emblématiques de cette période. Nongba Kouda et Zoubaviel David Dabiré sont allés à sa rencontre. Reportage. La bataille du rail. Un projet mûri depuis les indépendances, devenu sous la Révolution un symbole d'émancipation. Le projet visait un objectif principal, selon ses exécutants, celui de désenclaver les différentes localités du Burkina Faso en vue de booster le développement local. Mousbila Sankara, un des acteurs de la Révolution, se souvient des péripéties qui ont jalonné la bataille du rail avant sa mise en œuvre. La bataille du rail fut l'un des grands projets qui a été initié depuis Maurice Chamego, qui n'a pas pu se concrétiser, qui a été repris au point de vue recherche par le général Lamijana. Ça n'a pas bougé jusqu'au CMRPN, où il y a une forme de volontarisme qui a amené les colonels à le remettre sur le tapis. Mais ils voulaient le réaliser à travers le financement classique, la participation de ceci et cela. Malheureusement, il y a eu, pas de la négligence, mais des escrocs se sont intégrés dedans avec l'histoire de hero building de ceci. Ils ont compté là-dessus au point que bon, ils ont passé le temps à se tirer dessus. Ils n'ont pas réussi. Et quand la révolution est venue, comme il y a certains travaux qui faisaient partie de leur programme, à savoir le désenclavement et la réalisation de certaines structures, la bataille du rail avait sa place, a eu sa place assez tôt. Et comme le dossier, comme je vous dis, avait été engagé, certaines données étaient disponibles et la révolution n'a eu qu'à opérer autrement, à savoir aller sans attendre la participation des traditionnels bailleurs de fonds. En plus de cette volonté de désenclavement, le capitaine Thomas Sankara prend une résolution selon Mousbila Sankara, celle d'amener le peuple à prendre en main son destin. Chacun avait sa philosophie et son approche du dossier. Et le CNR avait sa façon de voir et sa forme d'action. Le CNR, c'était nous d'abord, les autres viennent ensuite. Et c'est ainsi que nous avons dégagé au niveau du budget une somme pour acquérir le matériel qui n'était pas sur place. Nous avons engagé les structures du CNR, à savoir les CDR, à se constituer en bataillon pour aller pour l'investissement humain. Nous avons engagé les autres, chacun a contribué d'une manière ou d'une autre. Mais on n'a pas exclu les autres formes d'appui, mais c'est nous qui étions devant. Sans ressources financières, mais armés de détermination, les révolutionnaires lancent le projet dès 1985. Pour sa mise en œuvre, ils mobilisent les forces vives autour des travaux d'intérêt général.
En dépit de l'assentiment populaire, la bataille du rail connaît aussi ses détracteurs. Pour les ramener à la raison, selon Mousbila Sankara, des mesures étaient prises. Beaucoup ne voulaient pas aller parce qu'il y avait un investissement humain. C'est dont le Burkinabé de nos jours là a horreur. C'est pas maintenant, il avait horreur. Mais avant, tu étais obligé d'y aller parce que tes camarades, beaucoup plus, en tout cas engagés, beaucoup plus joyeux y allaient. Et si tu ne pars pas, c'était une façon d'aller contre la révolution. Et on sanctionnait. D'abord, si vous étiez dans l'administration, vous pouvez être suspendu. Si tu es suspendu, tu ne restes pas à la maison. Hein. Tu viens travailler, mais on ne te paye pas. Si tu étais responsable, tu pouvais être relevé de tes fonctions et remplacé par quelqu'un d'autre. Si tu n'étais pas fonctionnaire, on pouvait t'interdire de monter dans notre bus parce que la révolution avait acquis des moyens de transport, le X9. C'est-à-dire les réalisations de la révolution, là, on te l'interdisait. Et comme l'État s'occupait de la plupart des actions sociales, les lotissements et autres, si tu es un réactionnaire et que tu veux entraver à la marche de la révolution, tu n'as pas de terrain, on ne te donne pas. Et pour le révolutionnaire Douka 33, ce projet demeure la preuve que les peuples africains peuvent se réaliser, mais pour y arriver, il y a forcément des sacrifices à consentir, précise Mousbila Sankara. Et le souvenir est encore vif à Ouagnan dans le Ganzourgou. Dans cette localité étaient disséminés des chants dédiés aux fonctionnaires de l'État. L'amour de la terre aux gens de bureau, c'est tout l'esprit de cette mesure née également de la révolution de 83. Aujourd'hui, sur ces champs sont érigés des bâtisses. Constat avec Konsun Koulibaly et Zalissa Sanfo. Le regard perdu, Emmanuel Lalsomde recherche ici les souvenirs d'il y a 33 ans. Souvenir du temps de la Révolution. Et l'émotion est grande quand il foule ce champ. Ce champ-là était jadis celui des travailleurs du ministère des Finances. Il y a 33 ans, du temps de la Révolution, Lalsomde s'en souvient comme si c'était hier. Sur ces champs, devenus des propriétés privées, lui et ses collègues, comptables, trésoriers et autres commis du ministère des Finances, y semaient du sorgho. Et vous l'avez bien deviné, nous sommes sur les reliques de ce que tout le monde appelle ici le champ de Thomas Sankara et de ses ministres, le champ du Conseil national de la Révolution. Et petit cours d'histoire. Du temps de la Révolution à 15 km de Ouayenne, sur la nationale numéro 3, environ 60 km de Ouagadougou, le père de la Révolution y avait créé un champ, le champ des fonctionnaires. Ici, chaque ministère avait son champ et chaque semaine, c'était à chacun son tour. 2 ministres au planton, le retour à la terre était obligatoire. C'est avec des tracteurs que nous avons labouré les champs. Puis, on a parcelé pour le ministère de l'Agriculture, de l'Enseignement, pour les forces de défense et de sécurité. Des soldats, des policiers, des médecins, personne n'a échappé. On les a tous vus cultiver ici. On venait avec des camions, des minibus qu'on nous amenait ici. Nous étions des jeunes fonctionnaires, on n'était pas des patrons, mais ils étaient là avec les patrons. Du SG jusqu'au ministre, ils sont tous venus. Le vieux Gilbert Bonkongo cultive aujourd'hui sur cette terre. À l'époque, il était chargé avec bon nombre de sa génération de planter des arbres et d'apporter assistance technique à des commis débarqués de la ville, souvent sans aucune notion du monde rural. Certains sont venus ici, même s'aimer, ils ne le savaient pas le faire. Et comme ce sont eux qui devaient amener leur matériel, ils venaient bréduire, alors c'est avec des boîtes d'allumettes qu'ils cultivaient. Vous voyez ces tubercules sauvages, ils sont nocifs. Certains ont cru que c'était des... Dans notre ministère, là, quand nous sommes arrivés ici et qu'on cultivait, un jour nous étions là et il y a un serpent que les collègues ont poursuivi pour l'amasser.
Parce que, bon, pour eux, ils ne connaissaient pas. Et au-delà de ces balbutiements et de cette pénibilité du travail, les fonctionnaires étaient heureux d'apprendre. Et voir des fonctionnaires devenir des paysans d'un jour, cela galvanisait les habitants de Wayenne. Il les confortait que la terre est nourricière et qu'être paysan, c'est noble. C'était un coin qui nous permettait aux gens de savoir, de se retrouver, de savoir même qu'en fait, c'est pas ce qu'on fait à l'école là. On peut également, il faut savoir que ce que le paysan fait là, c'est pas un sot travail. C'est un bon travail et qui nous va permettre le pays là, de se développer. À ce qu'on raconte ici, cette année-là, la moisson fut bonne et des milliers de tonnes de sorgho furent convoyées à Ouagadougou pour alimenter des cantines scolaires et des casernes. Dans tous les cas, paysans et fonctionnaires gardent encore de beaux souvenirs de ces temps passés dans ce champ de la Révolution. Cette rivière nous empêche de voir plus loin l'étendue du champ. Mais vu d'ici, il s'étend déjà sur plusieurs kilomètres. Aujourd'hui, les maisons, les hameaux de culture et les champs privés ont poussé un peu partout. Mais il reste encore ces eucalyptus et ces vieux de Wayenne, témoins vivants de l'histoire, pour vous montrer les limites de ce champ et vous conter l'histoire du champ du CNR. Pour notre part, nous avons rempli notre devoir de mémoire en cultivant ici, dans le champ du CNR. Et peut-être était-il celui du ministère de la Communication. Et dans la suite de ce journal, une visite pas comme les autres à la primature. Paul Kabatieba dans la peau d'un guide des locaux du palais de Koulba pour les meilleurs élèves de l'établissement Louis Kerb. Ils étaient 71 visiteurs de tout âge, nous disent donc Rasmani Zoundi et Oumou Sissé. Ils sont 71 élèves, ceux qui se sont distingués au cours de l'année 2017-2018 dans leur établissement. Pour leurs brillants résultats, ils ont eu droit à une colonie de vacances qui les a d'abord conduits au Ghana. Au Burkina, c'est un privilège pour eux d'être reçus par le chef du gouvernement. C'est par l'école qu'on acquiert l'expertise pour pouvoir travailler dans la vie. C'est pourquoi à l'école, il ne faut pas s'amuser. Il faut bien apprendre les leçons, il faut bien apprendre les langues, il faut bien apprendre à calculer. Sinon, quand on sera grand, on ne pourra pas travailler. Ces élèves qui veulent demeurer les meilleurs parmi les meilleurs s'engagent à profiter au maximum des sages conseils de leur illustre hôte. Il n'est pas permis à tout le monde d'avoir des conseils d'un Premier ministre et on va se forcer à les mettre en application pour pouvoir réussir. Visiblement heureux et réconfortés par cette opportunité inédite, ces élèves ont promis ferme de ne pas décevoir et surtout de donner le bon exemple quand ils seront de retour dans leur établissement. Un reportage donc de Maxime Zongo. Le code électoral adopté il y a quelques jours est bien apprécié par le Rassemblement patriotique. Toutefois, cette organisation de la société civile invite la CENI et le gouvernement à favoriser la délivrance des cartes nationales d'identité et du passeport au maximum de Burkinabés vivant à l'extérieur. Le compte-rendu de la conférence de presse animée par l'organisation avec Paul-David Bambara et Aruna Marie. Le Rassemblement patriotique apporte sa caution au nouveau code électoral, une nouvelle loi qui ouvre la voie au vote des Burkinabés de l'extérieur. Pour cette organisation qui se réclame de la société civile, l'adoption du nouveau code est une avancée. Un Burkinabé qui veut vraiment participer au vote, les 2 ans à venir, peut tout faire pour disposer en tout cas des documents indiqués, à savoir la CNIB et le passeport. Du reste, nous pensons qu'on ne quitte pas le Burkina pour aller dans un autre pays avec une carte consulaire. On est parti avec des documents de base et c'est à base de ces documents normalement
que la carte consulaire a été établie. Pour cette OSC, il est impératif que les dispositions soient prises pour faciliter l'obtention des documents exigés avant les futures échéances électorales. Le Rassemblement patriotique voudrait inviter la Commission électorale nationale indépendante CENI à prendre toutes les dispositions incitatives à un enrôlement conséquent des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora en âge de voter pour les élections à venir. Pour Dick, Marcus et Océane, le vote de la diaspora sera une opportunité de raffermissement des liens avec la mère patrie. En ce 4 août qui marque le 35e anniversaire de la révolution burkinabé, ils invitent la classe politique à toujours privilégier l'intérêt du peuple. Et puis, les premiers bénéficiaires des logements sociaux et économiques de Basenko sont connus donc depuis ce matin. À la suite d'un tirage au sort, 898 souscripteurs savent désormais où sont situés leurs futurs logements. Tenez, pour la catégorie F2 sociale, tous les demandeurs sont d'office bénéficiaires car l'offre a dépassé la demande. Précision avec Moussa Oudraogo et Maïmouna Traoré. Avant d'entrer dans la salle où se tient le tirage au sort, certains demandeurs consultent la liste pour s'assurer de la présence de leur nom. Au total, 898 personnes se sont inscrites pour les cités de Basenko. 1262 logements de type F2, F3 et F4 sont disponibles, sauf dans la catégorie F3 sociale où le nombre de souscripteurs dépasse le nombre de logements construits. Tous les demandeurs sont d'office des bénéficiaires. Vous allez voir qu'il y a des gens qui malheureusement n'auront pas de logement et ces personnes-là seront sur la liste d'attente pour d'éventuelles opérations. Après cette opération, nous allons continuellement vendre les logements. Les bénéficiaires se réjouissent d'être propriétaires d'un logement à Ouagadougou. J'en avais vraiment besoin parce que j'ai une grande famille, des femmes, 6 enfants. Pour le ministère en charge de l'habitat, l'objectif de l'opération 40 000 logements est de mettre à la disposition des populations des logements décents et à moindre coût. Et le représentant du ministre à cette cérémonie met en garde les esprits malins. Il nous a été donné de constater à l'entrée que certains font circuler des fiches pour inviter les éventuels bénéficiaires à leur revendre des villas qu'ils pourront éponger dans les meilleurs délais et leur permettre d'avoir de l'argent. Le souci de l'opération, ce n'est pas d'octroyer de l'argent aux populations, mais de leur permettre d'avoir des logements décents. Le représentant du ministre rassure, les bénéficiaires entreront incessamment en possession des certificats d'attribution provisoire et tout est mis en œuvre pour disponibiliser les titres fonciers dans les meilleurs délais. Si vous vous déplacez dans les pays du G5 Sahel, votre communication coûtera la même avec votre lieu de départ depuis votre lieu d'arrivée. En clair, les frais d'itinérance plus connus sous son appellation anglaise roaming seront supprimés. Les experts en télécommunications des pays du G5 Sahel ont achevé une réunion sur la question à Ouagadougou. La suppression du roaming interviendrait en mars 2019. Isiaka Oudraogo et Boumé Ernest Nébié. À cette rencontre du G5 Sahel à Ouagadougou, il ne s'agit pas de lutte contre le terrorisme, mais plutôt de suppression des frais d'itinérance. Les experts en télécommunications se sont pendant 48 heures penchés sur la feuille de route devant conduire à la mise en œuvre effective de cette mesure au sein des pays du G5 Sahel. L'itinérance, c'est vrai que ça c'est les termes dans les jargons, c'est le roaming. Aujourd'hui, donc bon, vous savez, le roaming est une réalité. Mais la réalité aussi, quand on constate, c'est que les prix sont vraiment exorbitants. Si un abonné du Burkina peut communiquer à 150 francs, un abonné du Niger, s'il vient au Burkina, il devrait pouvoir communiquer à 150 francs et vice-versa. Donc bien entendu, si la minute de communication coûte 90 francs au Niger, lorsqu'un Burkinabé va au Niger, il doit pouvoir communiquer à 90 francs. Donc il s'agit donc de supprimer ces surcoûts qui seraient liés donc à ces services d'itinérance. Voulu par les chefs d'État de ce groupe, l'idée de suppression des surcoûts de la communication via la téléphonie mobile a été émise en novembre 2016. Une fois opérationnelle, elle aura des avantages pour tous.
tout le monde est gagnant. C'est apparemment une aventure gagnant-gagnant parce qu'en supprimant, vous aurez parallèlement une hausse du trafic télécom à l'échelle internationale qui va compenser à très court terme, en fait, peut-être les pertes ou les appréhensions que les gens ont au début. Là. Selon la feuille de route adoptée à cette rencontre de Ouagadougou, la suppression de ces frais d'itinérance au sein des pays du G5 Sahel serait effective à partir du 31 mars 2019. Une charte de partenariat public-privé est élaborée par la Direction générale de la formation professionnelle en vue de promouvoir l'emploi des jeunes. L'heure est à sa phase de diffusion donc auprès des acteurs de la formation professionnelle. Daouda Ouattara et Vincent Kiendrebeogo nous en parlent. Mieux impliquer les milieux économiques pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes au Burkina. Les acteurs de la formation professionnelle poussent la réflexion à Ouagadougou. Leur tâche, présenter et assurer une large diffusion de la charte de partenariat public-privé en matière de formation et d'insertion professionnelle. Une charte élaborée en février 2015 en vue d'orienter les acteurs du privé et du public dans l'absorption des jeunes diplômés. Cette charte va permettre aux différents acteurs d'agir dans la légalité d'abord, et elle va permettre également à la jeunesse d'avoir des métiers dans lesquels la formation est régie et connue, régie par des textes et connus, et cela pourrait en tout cas à l'issue de la formation permettre à tout un chacun de postuler pour obtenir des financements aux différents projets éventuellement qu'il viendrait à construire. Après les régions des Hauts-Bassins et du centre choisies pour abriter l'étape pilote, la campagne de présentation et de diffusion de la charte va se poursuivre dans les autres régions du pays. Et les cadres du département de la communication se penchent sur les défis et les perspectives du secteur. Le premier conseil d'administration du secteur ministériel de la communication envisage le prochain semestre avec plus de sérénité. Quelques pistes dans ce reportage de Moussa Ouedraogo et Éléonore Ouedraogo. Les objectifs prioritaires du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement n'ont pas été atteints le semestre écoulé. Un taux d'exécution des plans et programmes relativement bas. Le premier CACEM du ministère de la Communication a analysé les rapports d'activité, le rapport d'exécution du budget, le plan stratégique et l'annuaire statistique. Les faiblesses, nous les relevons surtout quelque part dans le taux d'exécution de nos activités, parce que pour un certain nombre de facteurs, nous n'avons pas pu atteindre un taux que nous estimons repère ou satisfaisant. Nous pensons avoir fait le point de la performance du département. Nous avons déterminé les faiblesses qu'il y a à corriger afin de pouvoir atteindre un bon taux d'exécution de nos missions. Le ministère prévoit pour atteindre son objectif d'ici à la fin décembre 2018, renforcer les capacités techniques et matérielles du ministère, assurer la formation continue du personnel et œuvrer à l'opérationnalisation des directions régionales de la communication. En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a annoncé avoir fait acte de candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018. Après 10 années passées dans les prisons de la Cour pénale internationale, l'ex-chef de guerre compte prendre la place de Joseph Kabila, contraint de renoncer à briguer un nouveau mandat. Deux hommes pour prendre la place de Joseph Kabila. À 4 mois de l'élection présidentielle en RDC, deux opposants, l'actuel chef de l'État, ont annoncé s'être portés candidats. À commencer par l'ancien chef de guerre, Jean-Pierre Bemba, tout juste acquitté après avoir passé 10 années en prison pour crimes de guerre et contre l'humanité. Accueilli par des dizaines de milliers de fidèles à Kinshasa, la capitale, Jean-Pierre Bemba a pu déposer sa candidature sans entrave. Situation différente pour l'autre opposant à Kabila, Moïse Katumbi. Après lui avoir interdit d'atterrir sur le sol congolais, les autorités l'empêchent désormais de traverser la frontière avec la Zambie, où il se trouve actuellement, bloquant toute tentative de dépôt de candidature. Après avoir dirigé le pays du Nain de Fer pendant 17 ans,
Joseph Kabila a été contraint par la Constitution de céder sa place il y a 2 ans, et malgré une prolongation validée par la Cour constitutionnelle. Et puis cette information sportive sous forme de brève, 21e championnat d'Afrique senior d'athlétisme à Asaba au Nigeria. Hugues Fabrice Zango s'offre sa première médaille d'or. Il réalise un bond de 17,11 mètres et établit un nouveau record pour le Burkina. Après la médaille d'argent hier de Marthe Kouala, le Burkina totalise désormais 2 médailles à ce championnat d'Afrique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain à 20h, vous retrouvez Jean-Emmanuel Ouedraogo pour le journal. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.